Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi d'être là avec vous en ce jeudi 7 avril pour parler de l'IA et des données dans le recrutement. Alors, je suis Fabien Soyer, chef de projet média chez Parlons RH, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde ce matin. Une table ronde co-organisée par Parlons RH et Performance. Ce matin, on va parler de la façon dont le développement d'outils d'IA et d'analyse de données à destination des DRH promet de chambouler le processus de recrutement. Comment, avec quelles données et dans quelles limites. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Gaël Decagny, DRH de Médiamétrie. Bonjour Gaël. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Florian Gonfreville, associé en charge de la transformation digitale de la fonction RH chez Juliette Sterven. Bonjour Bonjour à tous. Florian. Et Dominique Duquesnoy, directeur général de Performance. Bonjour Salut. Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui pour partager avec nous votre expertise. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure, 45 minutes pendant lesquelles chacun va intervenir et échanger, et 15 minutes de questions-réponses. Et vous pouvez dès à présent poser vos questions ou laisser des commentaires dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Et on y répondra en fin de table ronde. Alors, Florian Gonfreville, on va d'abord poser les bases avec vous, mais avant ça, est-ce que vous pourriez peut-être présenter en 30 secondes le cabinet Juliette Sterven? Bien sûr, alors comme vous l'avez évoqué il y a quelques instants, je suis l'associé en charge de la transformation digitale RH au sein d'un cabinet qui s'appelle Juliette Sterwen, qui regroupe environ 500 collaborateurs et qui est un cabinet généraliste qui supporte donc l'ensemble des grands métiers de l'entreprise dans leur transformation et dans le support de leur activité. Ça tombe bien, justement, vous parlez de transformation, on verra qu'on est en plein dedans. Ma première question, en fait, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est primordial pour les entreprises aujourd'hui de sécuriser au maximum leur recrutement et en quoi l'IA et les données pourraient changer les choses? Je pense que le premier sujet, c'est de se dire finalement, quand on parle de recrutement, d'intelligence artificielle et de data, pourquoi on en parle et quel lien finalement il y a entre ces trois-là. Le cœur du sujet, en réalité, c'est la data, c'est ce qui mène à la décision, en vérité. Plus particulièrement, c'est l'adéquation entre la compétence et le job, qui est un sujet qui est devenu, on pourrait dire, redoutable à l'aune de deux grandes tendances. Il faut imaginer que depuis quelques années, l'augmentation du nombre de postes à pourvoir a vraiment augmenté. Si on prend quelques chiffres, si on se base par exemple sur 2018, on se positionne à peu près pandémie, on était à 2,3 millions de jobs à pourvoir. Si on se positionne sur la prévision qui est tombée là de l'INSEE il y a quelques jours, on est à 3 millions pour 2022. Ça veut dire qu'en 4 ans, on fait plus 30%, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Donc d'une part, on a cette tendance-là, et de l'autre, on a une tendance dont on parle tous depuis déjà un moment, c'est le manque de visibilité des compétences qui seront nécessaires demain pour exercer nos métiers. Vous savez ce qu'on dit, c'est que l'essentiel des jobs qui seront nécessaires dans 3, 4, 5 ans, après ça dépend des contextes qu'on se donne et des horizons qu'on se donne, mais l'essentiel de ces jobs en réalité n'existerait pas encore. Et c'est probable d'ailleurs. Et si on ajoute une autre tendance, on a une baisse du nombre de candidatures par offre, ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est une réalité. On est aujourd'hui en gros à une trentaine de candidatures par offre, en moyenne, quel que soit le secteur, donc tout secteur confondu, versus 40 à 45%, 40 à 45 candidatures, il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est on pourrait dire les grandes tendances concernant la data. Le recrutement, lui, c'est rien d'autre que le processus pour obtenir la donnée qui va nous permettre justement de procéder à cette adéquation entre la compétence et le job, avec toujours un très fort maintien dans les habitudes de ce qu'on pourrait appeler l'outil offre d'emploi, c'est-à-dire le fait de publier, d'aller chercher des candidats à l'aide d'une offre, et une augmentation croissante de l'approche directe par entreprise. Ce qui était hier l'apanage plutôt des cabinets de chasse, aujourd'hui les entreprises s'en saisissent de plus en plus. On pourrait considérer qu'il y a en gros un tiers des candidats qui sont chassés directement. Et du coup, effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler des pratiques en matière de nouvelles technologies, enfin l'utilisation de l'IA et des données par les entreprises actuellement? Comment elles les utilisent pour améliorer le recrutement?
L'IA, en fait, c'est un moyen d'industrialiser le processus en réalité et d'en faire baisser le coût. En réalité, quand on regarde le terrain, l'IA, elle n'est pas si exploitée que ça dans les organisations. On pourrait imaginer, on pourrait représenter environ que 10 à 15% en réalité des organisations sur le marché aujourd'hui utilisent de l'IA dans leur processus de recrutement. Ce qui est pas si conséquent comme chiffre, hein. Et en fait, si on imagine la façon dont on pourrait exploiter, dont on pourrait obtenir la data et dont on pourrait exploiter notamment l'IA, hein, on pourrait imaginer, en réalité, on pourrait évoquer deux grandes approches. Il y a l'approche qu'on connaît bien depuis 70 ans, qui est l'approche très basée sur le CV. Et puis, il y a une approche qui est peut-être un petit peu plus disruptive, qui est une approche qui s'affranchit justement de ces outils qu'on a utilisés jusqu'alors. Avant de peut-être rentrer dans le détail de l'exploitation de l'IA, on pourrait peut-être un instant s'appesantir sur le processus de recrutement tel qu'on le connaît. C'est un processus qui est fondamental, c'est le processus de vraiment d'entrée, le point initial d'entrée de la compétence dans l'entreprise. Mais c'est un processus qui est en fait traité de façon très paradoxale, parce qu'il est très transactionnel aujourd'hui, en tout cas il est considéré comme tel, il est d'ailleurs confié, c'est intéressant, c'est le processus qui permet d'avoir la compétence et il est confié généralement à des profils en début de carrière. C'est un processus dont on cherche généralement à réduire le coût en l'industrialisant et dont la majeure partie des acteurs, souvent, et alors c'est pas forcément un point sur lequel on aime insister, mais pourtant, a un recul variable sur sa qualité et n'a pas forcément toujours été formé à l'exercice. Alors c'est un processus critique avec des volumes importants, hein, on l'a dit, on recrute de plus en plus. D'ailleurs, c'est le principal motif de recherche d'automatisation, de pouvoir avoir une capacité à filtrer les profils de plus en plus rapidement. Et c'est un processus aussi qui est en but à un certain taux d'échec. C'est probablement d'ailleurs le seul processus dont on parle de taux d'erreur de façon assez régulière. Pourquoi il y a des échecs? Alors pourquoi il y a des échecs? Probablement justement parce qu'on évoque beaucoup dans ce processus-là, on met beaucoup en avant la notion de ressenti en réalité. Si on regarde le processus de recrutement tel qu'il est exploité, on est dans un processus qu'on pourrait qualifier de proxy. On émet une annonce, sur la base de cette annonce, on reçoit un certain nombre de CV, et ces CV, ils sont écrits avec un prisme, qui est le prisme du candidat. Et il est lu avec un autre prisme, qui est le prisme de l'organisation, alors soit du recruteur, soit du manager, et chacun va un peu remplir les blancs dans ce jeu de lecture de la compétence et du parcours les uns des autres. Donc on va se projeter en réalité, et donc c'est un jeu de projection. Et on va se retrouver dans une situation finalement relativement théorique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assis face à face dans un bureau à lire un document, à se poser des questions et à se projeter de façon théorique pour essayer de voir leur adéquation avec une situation réelle, mais qui n'est pas la situation qu'ils sont en train de vivre à cet instant. Donc on est beaucoup dans de l'appréciation en vérité, et cette appréciation en plus, elle va varier de façon assez considérable d'un manager à l'autre, d'un recruteur à l'autre. Donc on n'est pas sur un processus par définition comparable, normé, on pourrait même dire scoré, ce qui est quand même un élément relativement important de réussite. Ce qui fait qu'on a un processus où finalement on essaye de s'apprécier et pas forcément de réellement qualifier de façon, on va dire, peut-être scientifique, pourquoi pas, l'information sur laquelle on est censé fonder sa décision. Et pour vous, il y a l'idée en fait que c'est un peu la mort du CV, la lettre de motivation, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui commencent déjà à s'en affranchir pour recruter et en fait, ça serait pas forcément une bonne source de données, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer? Alors oui, alors en réalité, le CV et la lettre de motivation, alors je pense qu'on peut même déjà d'entrée de jeu évacuer le concept de lettre de motivation. Aujourd'hui, elle est devenue relativement rare. On peut même la considérer finalement en état de mort cérébrale. On ne voit plus de lettres de motivation sur le marché. C'est devenu quelque chose de facultatif. C'est souvent remplacé par quelques mots dans un email.
Et c'est même d'ailleurs, aujourd'hui, avec la croissance de l'approche directe, quelque chose qui disparaît. Le CV, lui, finalement, c'est une façon de transmettre de l'info. Alors, c'est intéressant, mais quand on voit la variété des normes, la variété des termes exploités, ça devient quand même assez compliqué d'interpréter cette information-là. Et puis, quand on voit les volumes d'informations brassées, là aussi, ça devient compliqué. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que finalement, on a une baisse du coût de l'information avec des outils alors qu'on a complètement reformaté le marché, hein, comme LinkedIn, par exemple, qui accapare totalement le marché j'allais dire, du recrutement et de la compétence. On a la possibilité, à des coûts extrêmement bas, finalement, d'accéder à l'information du candidat. Et donc, ça permet finalement d'avoir un certain nombre d'applications automatisées, d'une certaine façon, qui vont aller piocher ces informations, les décrypter, les consolider et mettre à la main des recruteurs une forme de shortlist scorée sur laquelle le recruteur n'a finalement plus que une shortlist directement dans la main sur laquelle il peut agir. Il n'a plus qu'à choisir finalement les types de candidats sur lesquels il peut exercer le reste du processus. Le principe étant que là, en fait, on est toujours dans une amélioration incrémentale, en réalité, du processus tel qu'on l'a connu. On est dans la réduction de l'appréciation, de la quantité d'informations à apprécier, certes, c'est une chose, mais on est toujours dans, je prends des CV, je les fais cruncher cette fois-ci par une machine qui va en cruncher beaucoup plus, avec l'espoir de pouvoir faire remonter des candidats de meilleure qualité et donc d'améliorer ainsi le reste du processus de recrutement. Mais on fait toujours abstraction là du facteur humain et du facteur ressenti, puisque c'est lui qui va prendre la main derrière. On est toujours sur une évaluation par proxy, finalement, une évaluation théorique du candidat dans une situation future pratique. Et Donc du il y a coup, toujours ce décalage. quelles données en fait on pourrait utiliser au-delà du coup donc des CV et de la déduction des compétences, quelles données on pourrait utiliser avec l'IA, des logiciels d'analyse? Alors finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire là quand on est dans un processus de recrutement? On cherche à évaluer l'expérience, la compétence, la façon de travailler, les habitudes profondes au travail, le savoir-être. C'est les trois grands éléments qui vont vraiment nous intéresser. Et pour chacun d'entre eux, en réalité, on pourrait adopter probablement des méthodes un petit peu plus scientifiques. Ça ne retire pas le rôle de l'humain, on pourra en reparler d'ailleurs, mais on peut probablement fiabiliser un peu ces éléments-là. Sur la partie expérience et mise en application, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de travailler sur de la mise en situation. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui peuvent faire appel ou d'ailleurs ne pas faire appel. Ça dépend en réalité du budget qu'on souhaiterait mettre dedans et de ce qu'on cherche à valider. Mais il y a des outils qui existent et qui permettent parfaitement d'envisager le candidat dans une situation la plus proche possible, finalement, de la situation dans laquelle il va se trouver. C'est de la mise en situation, c'est des scénarios qui peuvent être pilotés justement par de l'IA ou pas, hein. Et ça, c'est des budgets en général de développement qui vont s'étager on va dire entre 10 000 et 300 000 euros pour des outils de simulation. Alors on peut parler de serious game, de réalité virtuelle, de sujets comme cela, et qui permettront de tester de façon d'ailleurs relativement industrialisée, hein, le candidat en situation la plus proche possible du réel. Donc là, on factualise quand même le futur candidat dans son job. Ça lui permet, par ailleurs, c'est un rebond intéressant, mais ça lui permet par ailleurs de un peu mieux se projeter que lors d'un entretien aussi. Le deuxième élément qui va compter, c'est le savoir-être et puis les préférences profondes finalement du candidat au travail. En ce qui concerne le savoir-être, certains éléments justement de cette mise en situation permettent de l'apprécier. Après, rien n'empêche de compléter ça, puisque dans le savoir-être, il y a aussi des dimensions relationnelles, il y a aussi des dimensions finalement, pourquoi pas, même de séduction dans certains jobs, hein. Donc rien n'empêche d'aller évaluer ça par complément dans des entretiens. C'est la pondération de l'entretien vis-à-vis du test, hein, en fait, en réalité, qu'il faut bien regarder.
Et c'est pas compliqué de transformer du coup des interactions en données? Alors, si, bien évidemment, c'est jamais très très simple, mais quand on procède par scénario, il y a justement cette capacité de regarder en fonction du scénario qui est adopté, le type d'interaction qui va être prise en compte. On peut aussi imaginer dans la mise en situation, de la mise en situation avec du dialogue, avec des temps de réaction, il y a pas mal de choses qui peuvent être en réalité appréciées. Puis donc il y a le dernier élément que j'avais pas encore forcément évoqué, mais qui est la perception et la compréhension des habitudes du collaborateur au travail, parce qu'on a tous finalement une relation un peu différente avec le travail. Et ça veut, il y a toute une armada de tests. Et alors Dominique avec Performance pourra éventuellement évoquer ce sujet-là aussi, mais il y a toute une armada de tests qui peuvent être mis en œuvre afin de révéler de façon peut-être un petit peu plus fine et comparable, parce que c'est vraiment ça le sujet, et comparable donc les habitudes du collaborateur. Donc avec ce triptyque-là, on arrive à quelque chose de peut-être plus normé et plus industrialisé, plus fiable que simplement de l'échange et de l'appréciation tel qu'on l'a très souvent dans le processus classique. Et avec cette nouvelle façon de faire, de recruter, du coup, quel est le rôle du recruteur humain là-dedans? Parce qu'il va devoir se transformer, j'imagine. Alors oui, c'est la grande question. On a souvent peur en fait du rôle de la machine et avec l'impression que la machine va prendre vraiment la place du recruteur. C'est pas du tout le cas en réalité. La machine ne remplacera jamais l'humain. Le recruteur ou le RH de façon générale d'ailleurs, il intervient en réalité à ce moment-là à deux niveaux. Le premier, c'est qu'il se transforme. Il passe je vais être un petit peu caricatural et provocateur, mais il passe de trieur de CV, filtreur de candidats, à responsable de la méthodologie finalement, et garant de cette méthodologie. Donc c'est à lui désormais d'aller choisir et piocher dans la boîte à outils qu'il a à sa disposition, quel type d'outils, quel type de méthodologie, rédiger, pourquoi pas le cahier des charges qui va servir ensuite à la rédaction de l'algorithme, ce genre de sujet, ce qu'on va aller regarder avec les différents outils, et pour mettre ces outils-là au service de l'organisation. Donc ça, c'est son premier rôle, c'est finalement, il devient responsable de la R&D du recrutement. Et puis, il y a un deuxième rôle, il faut surtout pas abandonner la notion de contact et de contact humain entre le candidat et le recruteur et l'organisation. Et donc, le recruteur intervient aussi dans le débrief, finalement, des résultats de l'outil et de tout ce que les différentes parties des tests auront révélé. Et donc, c'est à lui de se saisir de ces résultats et d'en parler avec le candidat et d'analyser à la fois la perception du candidat sur les retours qui ont été faits. Il faut justement avoir cet effet miroir de la part du candidat et donner lui aussi sa lecture des résultats. Parce que là, on donne en réalité un point de vue orienté très entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise reçoit de la part du candidat en termes de résultats au test? Mais il faut aussi avoir le résultat du candidat, sa projection, sa perception, la façon dont il a vu les choses, il les a vécues, et donc la façon dont il va lui-même finalement s'inscrire dans le parcours que va lui proposer l'organisation. Très bien. Je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Pour la question-réponse à la fin de cette table ronde. Du coup, Gaël de Canis, que Florian vient de nous expliquer, vous parle sans doute. Juste avant de partager vos questionnements de DRH avec nous, est-ce que vous pourriez nous présenter en 30 secondes Médiamétrie, que tout le monde pense connaître, mais pas forcément aussi bien que vous? Effectivement, je vous remercie de me permettre de pouvoir faire cette présentation. Médiamétrie est une marque assez connue, mais pas forcément très à jour de ce qu'on fait. Donc, en fait, aujourd'hui, Médiamétrie mesure l'audience de la télévision, de la radio, des sites et des applications Internet. Et nos clients sont donc les chaînes de télé, les stations de radio, les éditeurs de sites Internet, mais aussi les professionnels de la publicité, c'est-à-dire les régies et les annonceurs.
Nos data, les data de médiamétrie aident à piloter nos clients, leur activité éditoriale et publicitaire. Et notre mission, c'est bien de fournir une data juste, une juste mesure, commune et de référence. Et donc, voilà, forcément, la data est au cœur de nos préoccupations dans l'activité cœur de médiamétrie. Et donc, bien évidemment, de pouvoir essayer de m'approprier ce sujet-là aussi au niveau RH. Ça fait écho, bien sûr, à une conviction assez personnelle, assez forte que j'ai depuis maintenant quelques années, de trouver un juste équilibre entre la data et l'humain. Ça rebondit un petit peu sur ce que disait Florian il y a quelques minutes sur le rôle de la RH et du manager dans un processus de recrutement qui ne sera pas, j'en doute pas, oublié et écrasé par l'IA et la data. Alors, C'est cet équilibre qui est intéressant. Donc voilà. Vous êtes confronté du coup à ces enjeux que Florian a évoqués en matière de sécurisation du recrutement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que DRH, du coup, quel est l'enjeu de réduire les erreurs de recrutement et pareil, en quoi les outils d'IA et de données pourraient vous aider? Alors, déjà, je trouve que je suis très content de participer à cette table ronde aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet vraiment qu'il faut que les DRH se saisissent aujourd'hui pour avoir aussi une vision assez, un peu plus globale du contrôle de gestion sociale, de en quoi la DRH peut amener une amélioration de la performance à l'ensemble d'une entreprise. Et donc là, ça parle de data, ça parle aussi d'intelligence artificielle. Plus spécifiquement, sur la partie recrutement, on le sait tous, quand on a recruté en tant que RH ou en tant que manager, ça reste un exercice complexe qu'on essaye de processer, qu'on essaye de normer, qu'on essaye de rendre le plus performant et le plus intelligent possible. Mais on a besoin de plus en plus d'outils et aujourd'hui, il faut qu'on puisse se saisir des évolutions technologiques, digitales qui sont en train d'apparaître pour effectivement minimiser les coûts de recrutement, les erreurs de recrutement, qui ont un impact d'abord pour le candidat qui se retrouve malheureusement pas satisfait ou pas sur le bon poste, et puis bien sûr pour l'entreprise. Et ça, on doit pouvoir arriver à de plus en plus chiffrer précisément ce que ça peut représenter comme incidence de se tromper dans un recrutement. Tout le monde le sait intellectuellement. Je pense qu'on doit améliorer cette capacité qu'on a à bien mesurer financièrement ce que ça représente comme conséquence pour l'entreprise de se tromper. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point pour répondre à votre question. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, des outils de collecte et d'analyse de données et de l'IA pour vous aider en fait à améliorer les process de recrutement? D'abord, je suis très content et satisfait d'entendre Florian sur le sujet parce qu'il nous apporte son expertise et sa vision là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on garde en tête qu'il faut arriver à trouver des outils qui nous permettent de simplifier aussi et qui soient accessibles pour les managers et pour les RH, qui soient facilement manipulables, mais avec une vraie compétence, une vraie assise voilà, technologique par derrière. Donc voilà, je pense que ça, on doit réussir à se saisir en tant que DRH de ce sujet-là pour bien accompagner les entreprises et les managers dans leur choix de recrutement. Mais on doit aussi essayer de trouver des outils qui permettent de le faire de manière simple et assez intuitive, même si ça repose sur un fondement beaucoup plus complexe. Et quelle est pour vous l'importance des soft skills, leur identification, leur suivi dans le recrutement? Alors, les soft skills, pour moi, quand on recrute pour un collaborateur, un candidat, on le recrute pour un moment donné, mais on a aussi une vision, toutes les DRH, et aujourd'hui, Florian le redisait tout à l'heure, on sait très bien que les sujets de recrutement sont très importants et amènent beaucoup plus de pression, de tension sur le sujet. On sait qu'on a un marché qui bouge énormément. Et donc, c'est aussi de pouvoir capter des candidats qu'on va pouvoir faire évoluer dans l'entreprise. Et ça, ces évolutions-là, elles ne sont pas uniquement fondées sur les compétences techniques, elles sont fondées plutôt sur des compétences comportementales, les soft skills qu'on va pouvoir développer et qu'on va pouvoir suivre, appréhender, identifier pour pouvoir se dire, tiens, ben voilà, ce candidat-là, non seulement il répond peut-être aux besoins immédiats de l'entreprise maintenant, mais dans 2, 3, 5 ans,
il pourra aussi avoir la capacité d'évoluer vers d'autres types de fonctions qu'on ne sait pas toujours déterminer. Pour avoir fait l'exercice plusieurs fois dans mes différents parcours professionnels, savoir ce qui va se passer d'un point de vue technique dans l'activité des métiers qu'on accompagne à 3-5 ans, on y arrive rarement. On ne sait pas anticiper aussi loin. Et donc, les compétences comportementales me semblent être le levier pertinent pour pouvoir avoir développer une vision aussi plus long terme d'un recrutement. C'est l'idée aussi de les utiliser pour la mobilité interne. Oui, tout à fait. Effectivement, Fabien, vous avez raison. Bien évidemment, ça doit nous permettre de pouvoir identifier lors des mobilités internes les candidats qui sont capables d'évoluer et d'appréhender un nouvel environnement. On sait bien que dans les mobilités internes, soit on les force un petit peu, soit on recherche des compétences techniques, et c'est toujours problématique dans les mobilités internes quand on fait un vrai changement de métier, quand on fait un changement d'activité important. Les compétences techniques sont forcément, par essence, plus absentes. Et c'est là où on doit s'appuyer sur les compétences comportementales pour aller chercher des collaborateurs qui sauront s'adapter, qui sauront apprendre, qui sauront développer de nouveaux usages professionnels dans leur environnement cible de mobilité. Donc effectivement, c'est un point très important aussi, Fabien, de souligner l'apport que ça peut représenter pour nous sur le sujet de mobilité. Merci beaucoup, Gaël. Du coup, Dominique Duquesnoy, on a le plaisir de co-organiser cette table ronde ensemble. Vous allez maintenant nous apporter votre, votre vision sur les logiques de recrutement actuelles et futures, le type de données à utiliser et les risques à éviter. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous aussi nous présenter en 30 secondes Performance pour ceux qui ne connaîtraient pas ce pionnier de l'évaluation des soft skills? Oui, merci Fabien. Donc, Dominique Duquesnoy, je dirige effectivement Performance. Donc, Performance est centré sur la connaissance de l'individu au travail. Et donc, on étudie depuis plus de 35 ans, en fait, les facteurs qui nous permettent de décrire le fonctionnement d'une personne au travail. Et donc, à ce titre, nous éditons des tests psychométriques qui permettent justement aux recruteurs et aux organisations d'envisager, en tout cas de pronostiquer la réussite de l'individu dans un poste et un contexte donné. Alors, je rappelle d'ailleurs, parce que le recrutement, qu'est-ce que c'est, hein, c'est vraiment l'idée de pronostiquer la capacité de l'individu à réaliser un certain nombre de tâches dans un contexte donné, un périmètre de responsabilité particulière. Et donc, c'est toujours une question effectivement difficile. Et je vais convoquer, alors je ne sais plus si c'est Pierre Dac ou Francis Blanche, mais à écouter Florian et Gaël, ça m'a fait souvenir cette petite histoire dans un sketch qui s'appelait, je crois, Le Voyant ou La Voyante, et qui disait il est toujours difficile de faire un pronostic, surtout quand il concerne l'avenir. Et donc, effectivement, les recruteurs, ils essayent toujours de pronostiquer l'avenir, de prédire l'avenir, et le recrutement en fait partie, et le risque d'erreur est bien sûr très présent. Il faut accepter l'erreur, je pense, en recrutement, mais accepter l'erreur, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Alors, éviter de faire n'importe quoi, ça veut dire de bien identifier finalement ce qui doit être à un moment donné, quels sont les critères, les variables qui participent ou qui vont contribuer à m'éclairer dans le processus décisionnel. Et on a beaucoup parlé, Florian l'a posé, il y a le développement de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui sont composés au quotidien par des chercheurs, des chercheurs dans le meilleur des cas, des ingénieurs, des spécialistes. Et la question, c'est sur quoi reposent ces algorithmes finalement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le recrutement ne fait pas exception à la règle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont prétendre améliorer l'efficacité du recrutement, cette performance, notamment dans des contextes de volume ou surtout pour projeter l'organisation vers un avenir qui est aujourd'hui incertain, comme l'a dit Gaël. C'est difficile de savoir ce que nous ferons demain, ou plutôt comment nous le ferons demain, comment nous réaliserons ces tâches. Alors, peut-être là, je vais convoquer Yves Clos.
parce qu'il faut, je pense, différencier deux choses. La notion de tâche, ce que nous devons réaliser, et qui font souvent appel à l'expérience, ce qui fait souvent appel à des techniques, à des connaissances, à des savoir-faire. Et a priori, on a aujourd'hui des normes. Par exemple, le niveau d'études fait partie d'un élément, d'une variable qui va renseigner ou qui va nous permettre de découvrir le candidat. Et le candidat le sait bien, il a compris ces règles du jeu. Plus il va afficher un certain nombre d'études, même si on peut prétendre, ou certaines hypothèses disent que le niveau d'études ne renseigne sur pas grand-chose dans la future réussite, il n'en reste pas moins que dans nos représentations, ça décrit quelque chose et ça raconte quelque chose d'à peu près normé. On a l'expérience, la durée d'expérience, on a les entreprises dans lesquelles on a évolué vont nous renseigner, alors effectivement avec pas mal de biais. Mais les tâches à réaliser, finalement, les recruteurs arrivent à l'identifier. Ils peuvent être intéressés, par exemple, par l'IA tout de même pour trier les CV. Alors, je sais qu'il y a cette question, la disparition du CV. Il y a probablement une disparition du CV tel qu'on le connaissait de manière académique. C'est-à-dire ce fameux document papier qui restitue nos études, nos différentes expériences, et notre nom, prénom, un peu notre histoire finalement, et la forme va sûrement changer. Elle a évolué fortement, et là, il y a effectivement une norme qui est en train de se recomposer. Mais on a des éléments, on sait assez bien définir. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est le comment ces tâches doivent être réalisées, c'est-à-dire la notion d'activité. Et là, effectivement, c'est plus difficile parce que ça fait appel à les représentations qu'on a de l'organisation, ça fait appel aux valeurs qui sont proposées dans l'entreprise, au code qui s'instaure dans l'entreprise, aux normes de fonctionnement. Est-ce qu'on est aussi dans un environnement stable ou instable qui fait appel dans une période de transformation? Auquel cas, d'ailleurs, ça pose la question de quel type de données aussi. Est-ce qu'on regarde des données dans le rétroviseur, on regarde des données futures, on imagine des données futures, non pas par rapport à ce que le candidat a fait par le passé, mais à ce qu'il pourrait faire. Donc ça pose effectivement pas mal de questions, pas mal de difficultés pour poser les choses. Et en fait, la question, c'est est-ce que l'IA fait mieux que l'intuition, fait mieux une approche, que l'IA qui a finalement encodé nos raisonnements, qui participe quelque part à limiter les biais propres à l'être humain, parce qu'on va les composer avec une pensée beaucoup plus rationnelle, en tout cas, on va chercher à les nuancer, mais à un moment donné, il se pose la question aussi de savoir si la personne va se projeter positivement, parce qu'on va faire un pronostic. Et un pronostic, c'est toujours un risque. C'est est-ce que cette personne va s'adapter au code? Est-ce que cette personne va produire des idées nouvelles? Est-ce que cette personne va coopérer avec les autres? Est-ce que cette personne, finalement, va créer de la valeur une valeur future pour l'entreprise? Et donc, ça pose un certain nombre de questions, et je pense que l'IA peut apporter un éclairage nouveau, peut permettre à la personne qui l'utilise de finalement stimuler, étonner, éclairer son processus décisionnel. Et une conviction forte que je pose souvent dans le domaine, c'est qu'un algorithme ou en tout cas les apports de l'IA sans un esprit éclairé pour les guider est effectivement aveugle. Mais un individu sans un outil pour le guider est probablement souvent moins efficace. Et donc, l'apport de l'algorithme me semble extrêmement intéressant pour recentrer en fait l'activité ou la tâche et les activités de l'individu vers l'analyse, le partage, l'échange et la décision. Est-ce qu'il y a aussi quand même des limites dans cette utilisation de l'IA, même pour recruter d'une façon différente? Est-ce qu'il y a quand même des limites, des risques? Alors, le risque, c'est effectivement. Alors,
je tiens à insister que sur le fait que toutes les études scientifiques démontrent aussi que l'usage de l'IA permet, en assurant une égalité de traitement, en posant un certain nombre de critères, peut limiter les risques de discrimination. Déjà, c'est peut-être aussi ici un aspect très positif. Après, la question du pronostic à travers l'IA, bien sûr, pose la question de quel type de données. Je vais prendre un exemple, mais si on part avec la pensée que on est en réussite où on désigne la réussite à partir du moment où on pose une Rolex, comme certains ont pu le poser à un moment donné, il n'y a aucun lien de causalité entre le fait de porter une Rolex et d'être en réussite professionnelle. Donc, attention au lien, à bien analyser le lien de causalité entre une variable, un critère et sa source. Donc, ça, c'est important de rechercher les critères, les bons critères de performance. On l'a dit par le passé, enfin je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, par le passé, on recherchait des critères de performance à la tâche dans des environnements extrêmement stables où les politiques ne changeaient très peu, où les besoins même des clients ou des collaborateurs évoluaient très peu, où il y avait des évolutions très partielles en fait des outils, des technologies qu'on utilisait et permettaient de centrer finalement beaucoup de choses sur la performance à la tâche. Aujourd'hui, la performance contextuelle et la performance adaptative sont des aspects beaucoup plus importants. Et il faut les regarder dans une approche relationnelle et pas exclusivement transactionnelle comme l'a rappelé Florian tout à l'heure. Donc, dépasser ces éléments, remettre au centre du jeu l'individu, c'est-à-dire celui qui décide, mais qui doit décider? Alors là, il y a une vraie question. Une fois qu'on a bien déterminé les critères qui contribuent à la performance et aux 3 types de performance, qui doit prendre la décision? Et là, ça pose la question du rôle et des rôles dans l'entreprise. Est-ce que c'est le manager qui est très centré sur ses objectifs immédiats, qui prend la décision, et lui va porter certainement son attention de manière particulière sur des données de compétences techniques, opérationnelles pour tenir ses objectifs à court terme, ou est-ce que la décision appartient au RH dans une combinaison stratégique et tactique de l'entreprise. Donc, quel est à qui appartient la décision? Quel est le rôle de chacun par rapport à toutes ces données? Ça, c'est une vraie question importante, mais je pense tout de même que la décision appartient à l'être humain. D'accord. Ça, il faut le préciser. Avant de passer aux questions-réponses, en fait, j'ai plusieurs questions à vous poser pour que vous puissiez confronter un peu vos avis pendant une quinzaine de minutes. On parlait justement du rôle de l'humain. Gaël, notamment, ou Dominique, si vous pouvez creuser un peu ça, quel est le rôle du recruteur humain vraiment dans ce nouveau paradigme, en fait? Est-ce qu'on peut, on parle souvent en fait du robot qui va remplacer les recruteurs. Est-ce que c'est un mythe, un fantasme? Enfin, je vais rebondir sur ce que disait Dominique, Fabien. Je pense que la décision finale doit et devra rester humaine, que l'IA reste un outil, c'est pas un outil qui prend ce genre de décision. C'est un outil qui nous aide à objectiver la prise de décision, qui nous aide à éviter les biais de recrutement, comme je pense que Dominique et Florent ont essayé de l'expliquer avant, je pense aussi de développer la diversité réelle des profils qu'on recrutera. Donc l'outil, il sert en amont et dans l'accompagnement, dans la sélection des différents profils, des différents candidats. Par contre, je pense que la décision finale, elle doit rester humaine, manager des RH, en tout état de cause. Et vous semblez aussi à peu près tous d'accord du coup sur le fait qu'il faut dépasser le CV et la lettre de motivation. Mais du coup, comment concrètement on peut recruter à la base si on n'a pas de CV ou de lettre de motivation? Comment on fait pour se présenter et pour filtrer malgré tout?
Alors, il y a un élément intéressant là qui a déjà été mis en exergue par certaines organisations. Je parlais tout à l'heure d'une approche un peu disruptive du recrutement, en passant notamment par des mises en situation. Alors, je vais prendre un exemple qui peut paraître peut-être un petit peu loin de nous, mais en réalité qui cumule un nombre de facteurs extrêmement importants sur lesquels on pourrait, je pense, probablement tous capitaliser. Alors, cet exemple-là, et il a été adopté par d'autres, hein, mais cet exemple-là, c'est celui de l'armée américaine, par exemple. On ne le sait pas forcément, mais un des outils principaux de recrutement de l'armée US, c'est le jeu. Ils ont publié justement un jeu qui est disponible sur les grandes consoles, sur PC, voilà, où en fait vous êtes mis en situation, vous rentrez vraiment dans la peau de ce qu'on va demander à un soldat ou à différents rôles en réalité dans l'armée. Et évidemment, vous avez raison, il faut à un moment passer par une forme de présentation. Donc, et là j'attire l'attention sur tous les aspects CNIL, GDPR, etc. que ça peut appeler, hein, donc il faut contrôler ces éléments-là. Mais ça demande effectivement de rentrer quelques informations types, notamment des informations de contact. La suite du processus, c'est qu'en fonction de la façon dont vous aurez vécu et réussi finalement dans cette étape de jeu, ça peut être une étape de jeu là pour l'armée américaine, mais c'est une étape de jeu aussi pour d'autres organisations. Hein. Thales met du jeu en place, Saint-Gobain met du jeu en place, des choses comme ça, des organisations comme celle-ci. Donc là, c'est l'organisation qui revient vers vous en disant, écoutez, on a vu vos performances, c'est tout à fait intéressant, et si on en parlait? Et c'est là, en réalité, que le dialogue commence. Donc, on n'est pas du tout dans un moment anonyme et dans lequel la relation est compliquée à mettre en œuvre. En réalité, on a désormais de bons éléments pour commencer une interaction, une relation productive. Donc, il y a largement de quoi briser la glace. Et qu'est-ce que vous pensez, vous tous, en fait, donc, du coup, des limites du recrutement prédictif si on suit les processus comme aujourd'hui, mais même au-delà, comme vous le préconisez via l'évaluation comportementale, quelles sont les limites aussi? Il y a plusieurs choses en termes de limites. Je vais commencer par un exemple qui fait un peu écho à une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat. Dans les outils de recrutement, il y a des biais. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Il y a notamment on pourrait dire le biais de clonage ou le biais, moi j'appelle le biais asymptotique. C'est le fait que, à force de déterminer des caractéristiques cibles, on recrute donc des profils qui ressemblent à ces caractéristiques cibles et donc on renforce finalement les caractéristiques cibles qu'on cherche à attirer. Il y a eu un exemple de ça posé de mémoire par Amazon où justement on réalisait que plus ça allait, plus on recrutait des hommes, notamment du côté ingénierie chez Amazon et pas de femmes. Pourquoi? Parce que à l'origine, en fait, essentiellement, les recruteurs, les ingénieurs chez Amazon étaient des hommes. Donc voilà typiquement le genre de limites et de biais qui peuvent être apportés. La machine, elle n'est pas totalement dépourvue de biais. Hein. Elle a d'ailleurs les biais aussi qui seront inscrits dans les algorithmes par les gens qui les écrivent. Donc il y a un sujet là. Justement, on peut... Ah non, excusez-moi, vous vouliez parler? Oui, pardon. Juste pour rebondir, ça dépend, encore une fois, le but qu'on recherche. Je rebondis sur ce que disait Florian sur l'utilisation des mises en situation ou des jeux, une expérience 2007, hein, je situe 2007 par plusieurs grandes organisations, mais qui avait été restituée à l'époque, c'était Second Life. Hein, donc il y avait un avatar, on pouvait accueillir, etc. Il y a eu énormément, en tout cas la personne qui nous avait restitué ça d'une grande organisation nous a dit qu'il y avait eu énormément de candidatures, énormément de jeunes à postuler. Et on avait posé la question à la fin, combien avez-vous recruté? La réponse était 0. Donc, attention à répondre à quelle finalité, quel objectif. Si c'est un objectif d'attractivité, d'image employeur, la notion de jeu peut participer, mais finalement, ça nous renseigne sur quoi, ça nous raconte sur quoi, ça nous permet d'accéder à quel type d'information pour la personne. Encore une fois, je pense que l'éclairage scientifique sur quel type de données, comment on peut les capter, est intéressant et
toujours l'avoir en tête. Après, il y a bien sûr des outils sur le prédictif. Ça posait la question de savoir qu'est-ce qu'on veut prédire. Si on veut prédire le futur, en quoi on le repose, quel est l'intérêt de le reposer sur des données passées? Surtout dans un environnement aujourd'hui qui est extrêmement mouvant et changeant. Je ne dis pas que c'est inutile si on est dans un environnement très stable où on veut reproduire. Moi, je suis chef d'entreprise. Je dis, tiens, il y a des critères comportementaux ou autres qui participent à la performance. Pourquoi je m'en priverais si finalement ça peut m'assurer une croissance de l'entreprise, des façons de faire qui vont se répéter, qui vont assurer finalement le succès? Pourquoi je m'en priverais? Mais dans quelle situation, dans quelle logique je suis, dans quelle stratégie je suis? Si c'est fait pour reproduire ce que font les autres et que je n'ai pas véritablement de stratégie, je n'ai pas apprécié mon contexte, je ne comprends pas les codes qui sont chez moi et qui vont aussi contribuer à une projection positive, à ce moment-là, je me plante. Et donc, le recrutement prédictif, au sens s'appuyer sur des données passées, c'est-à-dire dans le rétroviseur, peut empêcher effectivement de regarder à travers le pare-brise. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Mais ça peut ne pas être idiot si je suis en 1960 et où quand je fais mon plan, je sais qu'il va durer à peu près 10 ou 15 ans et que je peux le reproduire. Voilà, c'est pas idiot. Il y en a qui ont envie de vivre dans le passé, d'autres qui ont envie de vivre dans le futur. Dans quelle logique sommes-nous? Ensuite, il y a un raisonnement aussi par rapport au recrutement. Est-ce que je suis dans la croyance qu'il existe un profil idéal? C'est-à-dire, je décris, comme l'a dit Florian, je décris un certain nombre de critères et je pense qu'il existe quelqu'un sur le marché de l'emploi qui va répondre, une ou plusieurs personnes, qui vont répondre à ces critères. C'est la croyance qu'il existe un profil idéal. Et je peux le penser, je suis à ce moment-là un cueilleur en recrutement, ça peut fonctionner, mais il y a une autre logique, d'autres croyances qui peuvent s'inscrire, c'est-à-dire que le recrutement, c'est finalement fondé sur une approche relationnelle de la découverte de l'individu, la volonté de participer à un projet commun, de coopérer. À ce moment-là, je suis tisseur et je pose les bases de mon processus décisionnel de manière différente. Donc, dans quelle croyance je suis, dans quelle logique je suis? Moi, là où je suis interpellé par les recruteurs, enfin, ce qui m'interpelle plutôt, c'est de voir des recruteurs qui ne savent pas dans quelle logique ils sont. Et entre ces deux grandes logiques, il y a peut-être des nuances ou des graduations à poser. Oui, ou selon les profils et le volume aussi. Exactement. Mais je suis d'accord avec vous, on doit faire cette évolution de tisseur pour aller chercher une relation plus longue aussi, plus durable, parce que je le rappelle, les recrutements, ce sont nos futurs collaborateurs qu'on va tout faire pour garder. Et il nous reste maintenant un petit quart d'heure, on va passer aux questions-réponses si vous voulez bien. Vous parliez tout à l'heure de Second Life, il y a justement une question de Marie-Emmanuelle qui se demande, est-ce que vous pensez que le métaverse va impacter le recrutement? Et du coup, est-ce que l'évaluation comportementale, ça peut se passer là-dessus aussi? Je vais vous dire, je n'en sais rien. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Je vois apparaître des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt. Il y a une forme d'attractivité, quelque chose de sexy, séduisant, nouveau. Je ne cède pas facilement aux tendances. J'attends de voir. Je ne sais pas encore pour quelle finalité, je ne sais pas dans quelle logique. Je vois des logiques de formation assez évidentes et qui sont plutôt anciennes et qui peuvent être très intéressantes. Aujourd'hui, en termes de capacité d'équipement de l'ensemble des recruteurs, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de ça. Il y a une remarque de Val qui est intéressante. Je ne veux pas apparaître passéiste, je ne suis pas contre non plus. Je n'en sais rien. Il y a une remarque de Val qui est intéressante. Il disait que sans croire au profil idéal, est-ce qu'on ne peut pas croire dans des profils approchants? Et est-ce qu'un recrutement, du coup, dans la très grande majorité des cas, c'est pas juste un compromis en fait?
C'est toujours une approche en tout cas qualitative et quantitative. C'est-à-dire que je pense que l'IA peut nous apporter rapidement des données, rendre visible ce qui n'est pas facile et facile rapidement. Et je crois que l'IA peut apporter quelque chose, à condition encore une fois qu'elle nous apporte des données robustes. Et qu'on combine avec une approche qualitative d'un entretien ou d'une mise en situation, comme l'a proposé Florian. Question de budget, question aussi de processus. Mais oui, il ne faut pas tout jeter. Il faut dire dans quelle logique je suis. Moi, c'est ça qui est important. Pourquoi je le fais et pour quel bénéfice. Voilà, ça s'appuie sur des raisonnements, c'est intéressant. Quand je cherche des bénéfices et que je suis capable à un moment donné de remettre en cause les choses parce que ça ne m'apporte pas les bénéfices que j'ai mesurés, il y a toujours cette unité de mesure. Si je dis que j'introduis un outil dans le recrutement prédictif, c'est pour faire baisser le turnover. Est-ce que ça fait baisser réellement le turnover? Ou alors, est-ce que c'est un outil juste pour m'éclairer ou comme support d'échange? C'est une finalité différente, c'est une logique différente. Et donc, je vais chercher, si je dis, je prends un outil pour échanger comme un support de médiation, la question fondamentale, c'est est-ce que ça stimule l'échange? Est-ce que ça étonne pour les gens? Est-ce que ça me permet d'aborder des choses différentes pendant l'échange? Et ça, on peut le mesurer de cette façon. Si je dis que c'est un outil prédictif pour réduire le turnover, dans ce cas-là, il faut savoir aussi à un moment donné dire je le mesure, je suis parti de quelle mesure et j'aboutis à quelle mesure. Et de savoir dire avec une pensée critique si ça apporte quelque chose ou pas. D'accord. Gaël, du coup, il y a une question qui peut peut-être vous intéresser. C'est une question de Francis par rapport au budget du recrutement. Est-ce que c'est un de vos questionnements aussi, le fait de combien ça va coûter de recruter par l'IA, par les données? Alors, je vais rebondir juste sur ce que vient de dire Dominique, pardon, mais effectivement, c'est ce que j'essaie de dire et ce que je voulais dire tout à l'heure en introduction de mon propos, c'est croiser les données de la data RH avec une vision humaine, notre ressenti, et c'est bien cet équilibre-là qu'on doit rechercher. Par rapport à la question de Francis, bien sûr qu'elle est dans la tête de tous les DRH, moi le premier, que je suis en train de creuser ce sujet. C'est pas moi qui suis le mieux placé pour répondre. Je pense que Dominique ou Florian pourront répondre plus justement là-dessus, mais effectivement, on en revient toujours à ça, le sujet du budget. Alors, il y a tous les budgets et il y a tous les modèles. En réalité, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce schéma-là, c'est la variété des business models des fournisseurs de technologie. Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Depuis le modèle au coup par coup, où en fait vous pouvez acheter de l'IA sur un recrutement donné. Il y a des fournisseurs de technologie qui vous proposent ça, un peu dans un modèle cabinet de recrutement, à des modèles plus, on va dire, peut-être un peu plus robustes, mais toujours très do-it-yourself. Excusez-moi. Pardonnez-moi, cette saison, où vous pourrez par exemple acheter le kit qui vous permettra de construire votre jeu de mise en situation. Mais vous pouvez aussi avoir des éléments qui, eux, seront très tailor-made, vraiment faits à votre mesure. Et là, on va avoir des budgets beaucoup plus élevés. J'évoquais tout à l'heure des chiffres aux alentours de 200 ou 300 000 euros pour, par exemple, un serious game qui sera vraiment fait à votre mesure selon vos scénarios. Je rejoins Florian, bien sûr, effectivement, ça va dépendre de l'ampleur et de la complexité qu'on va avoir à développer sur ces sujets-là. Après, il nous faut, enfin, le sujet financier, faudra le mettre en perspective avec que ça nous permet d'économiser et de maîtriser comme risque d'un mauvais recrutement. On en revient à ce qu'on disait au début. Du coup, voilà, ce sera intéressant d'avoir la possibilité de mesurer déjà ce que ça nous coûte de mal recruter aussi, et de le faire plus précisément que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Alors c'est exactement le sujet, hein. C'est-à-dire qu'en face d'un coût, évidemment, il faut mettre un retour sur investissement.
Et parmi les éléments intéressants en fait dans les différentes pratiques qu'on a mises en œuvre, c'est le fait qu'on repositionne les ressources utilisées. Donc avoir des recruteurs qui font des tâches un peu différentes, à plus forte valeur ajoutée, avoir la machine qui industrialise finalement, ça permet de repositionner le coût un peu différemment. Et je pense qu'à la fin, on est dans des solutions qui en réalité se payent elles-mêmes. J'en suis même assez convaincu. Si on prend le principe de allez, mettons 2 à 300 000 euros pour un serious game dont on parlait tout à l'heure. Donc vraiment le très haut de la fourchette. Si on imagine que on fait 200 à 300 recrutements par an et que là-dedans on a 10% de taux d'erreur, on fait le calcul relativement rapidement en 1 à 2 ans, sans compter les coûts de productivité. En fait, l'outil, c'est payé. Donc voilà quelques idées de projection comme ça, et là c'est un coin d'enveloppe sur un coin de table, mais qui permettent de montrer la valorisation en réalité du sujet. Et là, on n'est pas encore rentré dans toutes les problématiques qui peuvent potentiellement être facilitées, comme la diversité des profils et des recrutements, le débiaisage entre guillemets, qu'on pourrait obtenir en ayant comme ça une machine qui va scorer finalement des candidatures et sur laquelle derrière, sur le résultat desquels on s'appuie. C'est une conviction aussi que j'ai, c'est le débiaisage, c'est-à-dire l'ouverture des profils. Hein, ça nous évite aussi dans les organisations trop monolithiques d'avoir une vision plus large de ce qui se passe et donc de minimiser, sécuriser aussi l'activité. Il y a une question de Dorothée qui est intéressante également. C'est en fait, elle dit dans le rôle du recruteur en mode IA, est-ce qu'il ne faudrait pas insister aussi sur l'importance croissante d'une approche marketing et commerciale, notamment ciblage, sourcing, séduction des candidats, travail sur l'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, il y a une forme d'isomorphisme d'ailleurs dans ce domaine. Hein. On essaye de capter les meilleurs candidats possibles. On pense qu'il y a une guerre des talents. Oui, bien sûr qu'il y a une approche d'image employeur qui permet d'être plus attractif. Je dirais là, je renverrai aussi, il y a une forme de réciprocité parce que le marché candidat aussi a une tendance à avoir une approche très marketing du recrutement, c'est-à-dire se présenter, on a parlé du CV, de se présenter différemment, de cibler des entreprises particulières qui ont une certaine dimension, qui ont une certaine surface. Je me souviens d'une remarque d'un recruteur ou une recruteuse en particulier qui me disait vous allez trouver le nom de l'entreprise, mais qui me disait chez nous on a beaucoup de candidatures, on a du mal à traiter le volume parce qu'on a beaucoup trop de candidatures, beaucoup trop de personnes qui postulent et qui postulent pour les mauvaises raisons. Et ces raisons, c'était parce qu'il y avait un biais lié à la publicité. Cette publicité, c'était Georges Clooney. Et qu'ils avaient une représentation de l'entreprise qui était très liée finalement à la façon dont Georges Clooney présentait les choses. Et donc, vous avez deviné, mais qui disait, ben, finalement, les personnes ont une représentation biaisée. Donc, je retournerai un petit peu, je dirais, ben, développez-vous une pensée critique par rapport à l'employeur. L'employeur essaye d'être attractif, tout simplement, de soigner son image employeur, mais vous, ben, vous avez peut-être tendance aussi à être bon public dans ce domaine. D'accord. Il y a beaucoup de questions et il va bientôt être midi. Du coup, je vous propose de continuer jusqu'à 12h15 avec les questions dont je vous remercie d'en avoir posé autant.
il y a une question d'Amaury Si, qui si dit... je peux juste Oui, peut-être me permettre, Fabien, j'aimerais rebondir un instant sur allez-y. ce que disait Dominique. Il y a un réel sujet du marketing dans la RH, dans les métiers et dans les processus RH de façon générale. En réalité, si on regarde de plus en plus, les codes RH se rapprochent assez fort des codes commerciaux et marketing en général. Les outils que vous voyez dans le marketing se transposent désormais de plus en plus facilement dans le monde RH. On parlait par exemple du chatbot. Vous savez, cette petite fenêtre qui apparaît très souvent quand vous rentrez sur un site marchand, comment puis-je vous aider, vous pilotez dans le catalogue de produits, etc. C'est un outil qui s'est transposé assez facilement en RH et d'ailleurs un peu pour les mêmes raisons, pour guider le collaborateur dans un parcours, dans son questionnement. Et on retrouve ce sujet-là du marketing dans la formation, mais on le retrouve aussi très fortement dans le recrutement. Et je pense qu'on a tous, en tout cas tous faisant partie du monde RH, des questions à se poser quand 90% des recruteurs et des recrutements s'appuient encore sur une annonce et quand on voit la façon dont les annonces sont rédigées. Rien que cet élément-là devrait nous interpeller. Quand toutes les annonces disent vous cherchez de nouveaux challenges, êtes-vous prêt à vous confronter à ceci, à cela. En réalité, il y a presque un boilerplate, il y a un template générique de l'annonce et on voit rien qu'à ce niveau-là déjà assez peu de capacité de se différencier. Si en plus de ça on y rajoute les canaux qui sont à peu près tous les mêmes, je parlais de LinkedIn qui a totalement phagocyté le marché de l'emploi, alors en réalité qu'est-ce qu'on a? Pour parler en termes de stratégie, on a un océan rouge par opposition à un océan bleu, c'est-à-dire vraiment un domaine où la compétition est à la fois très forte, très marquée, et le domaine dans lequel cette compétition s'exerce très restreint. Donc oui, clairement, il y a un vrai travail d'appréciation et de prise en main du marketing par les fonctions RH. Alors, il y a une remarque d'Amaury par rapport à certaines tendances. Il dit que dans certaines entreprises, les entretiens sont réalisés avec de l'IA. En fait, la machine constate si les mots et les attitudes employées matchent avec les candidats retenus par les outils de collecte de données. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a trois niveaux, si on regarde dans le processus de recrutement, il y a trois niveaux de traitement, trois niveaux d'intervention de l'IA. Il y a la partie sourcing, il y a la partie matching, et puis il y a tous ces outils qu'on utilise en réalité après la partie matching dans les entretiens, si on décompose un peu. La partie sourcing, c'est un peu une espèce de Google de la compétence, j'allais dire. Il y a des outils qui travaillent là-dessus, on pourrait citer éventuellement quelques noms, mais qui en fait organisent l'information publique disponible et vous la mettent à disposition sous forme de shortlist en fonction de critères que vous allez entrer. Donc l'IA, elle intervient là. Il y a des outils qui rentrent dans le matching en prenant donc certaines de ces informations publiques et en la mettant en face des compétences, des mots-clés, des annonces, etc., que vous mettez en avant. Et puis, il y a effectivement ces outils-là qui font de la lecture vidéo, par exemple, ou de la lecture sémantique du candidat pour en tirer des interprétations. Alors, est-ce que ça aide ou est-ce que ça n'aide pas? À nouveau, c'est le degré d'interprétation qu'on va y mettre du côté de l'humain. Mais à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que le facteur humain joue à plein. Donc, si un candidat a menti sur un élément ou a été peut-être un peu hésitant ou sort un score d'authenticité qui est pas forcément le plus haut, comment est-ce que l'humain va réagir? C'est ça aussi qui est intéressant à regarder. Donc là, je pense qu'il y a une prise de recul et d'apprentissage de la part de l'humain qui est vraiment à faire, d'autant plus que ces conditions-là peuvent aussi être induites par les conditions de l'entretien et par le recruteur lui-même. Donc tout ça est à prendre avec toujours un peu de recul. On est un peu au début du sujet et on est au début de notre apprentissage. Il y a une remarque de Val. Bon, après, on a parlé du contexte. Enfin, le contexte, c'est quand même un contexte de guerre des talents et de pénurie de compétences. Mais lui il dit, à quoi ça sert d'avoir des outils sophistiqués de recrutement avec l'IA quand, en phase de plein emploi, on est déjà bien content d'avoir quelques candidats sur un poste proposé? Alors je dirais c'est peut-être d'autant plus, c'est ce que j'appelle moi la théorie de la ruse, c'est on a effectivement là aujourd'hui ça s'inverse parce que le rapport de force il est plutôt du côté du marché des candidats hein, qui ont peut-être plus de choix, etc. Mais je rappelle que le recrutement c'est pas
qu'un rapport de force unilatéral du côté de l'organisation. C'est-à-dire, c'est d'éviter aussi aux candidats de prendre la mauvaise décision. Donc, les données aujourd'hui, enfin, moi, telles que je les conçois, et peut-être, j'espère que ce sera partagé par les auditeurs, c'est pas uniquement pour le recruteur, c'est aussi de les partager, d'échanger sur cette base avec le candidat qui lui-même pourrait prendre une décision d'arrêter le processus de recrutement. C'est-à-dire, c'est toujours faire en sorte qu'il y ait une plus grande lucidité du côté du recruteur comme du côté du candidat pour prendre la meilleure décision possible. Quand on voit que les sources ou les causes, pardon, de turnover ou d'abandon ou à la fin par exemple d'une période d'1 an, eh bien, on se dit que c'est peut-être effectivement de temps en temps du côté du recruteur, enfin de l'employeur, mais c'est aussi assez souvent du côté de l'employé. Donc, voilà, moi je pense que toutes ces données servent finalement une cause commune et non pas une cause unique de l'employeur. Je rejoins le propos de Dominique et moi j'ai pour habitude de dire aux candidats qu'on doit les rendre acteurs de leur propre recrutement. Ils doivent se saisir du sujet et effectivement, ce n'est pas un rapport unilatéral de l'entreprise qui choisit tout seul. Et je pense que ça permet d'équilibrer beaucoup plus, d'avoir et de réduire en partie le risque de rendre acteur, décisionnaire, le candidat de son propre recrutement. Oui. Je vais même être très provocateur. Je dis, quand j'ai un candidat, parce que je recrute aussi moi-même, quand j'ai un candidat qui me dit non, j'ai trouvé mieux, ou je pense en tout cas avoir trouvé mieux, je dis tant mieux. Et ça s'est fait dans l'échange, dans le dialogue, mais tant mieux. Tant mieux pour vous déjà, et puis tant mieux aussi pour moi, parce que les coûts indirects d'une erreur de recrutement sont très fortes. Enfin, direct, déjà on le sait, et indirect encore plus. Il y a une question, Dominique, qui peut être intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas le risque face à une batterie de tests, enfin une question de Daniel, que face à une batterie de tests, le candidat ne se sente pas valorisé en tant qu'individu? Et est-ce qu'il existe des outils qui utilisent à la fois l'IA et qui en même temps positionnent le candidat dans un rôle actif pour qu'il ne subisse pas un processus impersonnel? Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on est dans des phénomènes aujourd'hui de désirabilité sociale, d'attractivité, etc. Et on ne sait plus dire les choses. On ne sait plus dire les choses. Et pour autant, il faut savoir. Alors, on nous a reproché, par exemple, chez Performance, d'avoir des rapports de restitution qui pouvaient être confrontants. Je dis, on décrit les choses, on décrit, mais on n'occulte rien. On décrit, on n'occulte rien. À la fois les aspects qui peuvent favoriser l'expression des compétences dans un environnement particulier, à la fois ce qui peut l'en empêcher ou les limiter. Et ça, on le partage, on échange dessus. Quand je vois aujourd'hui plutôt des approches où il ne faut pas être confrontant, il ne faut dire que des choses lisses et désirables qui valorisent le candidat, mais qu'est-ce qu'il apprend de lui finalement dans cette situation? Or, le premier temps de l'apprentissage, c'est l'apprentissage sur soi et je pense que l'entretien de recrutement est un temps d'apprentissage. Donc, et en toute transparence, dans une forme d'écologie de l'esprit, il faut pouvoir partager et traiter d'égal à égal. Ne pas donner, par exemple, j'ai toujours été très surpris que l'on donne accès à des données à un recruteur et qu'on ne les donne pas au candidat. C'est-à-dire comment le candidat a pu s'exprimer sur la véracité de l'hypothèse s'il n'y a pas accès, si on lui adresse différemment qu'on l'a adressé au recruteur. C'est une véritable écologie de l'esprit qu'on doit mener et puis éduquer aussi les recruteurs qui n'aient pas peur de voir des candidats qui sont en désaccord avec des choses. Ça, c'est vraiment important. L'entretien se nourrit des données étonnantes qui stimulent l'échange. Et c'est sur les désaccords qu'on va pouvoir justement poser des hypothèses.
D'accord. Il nous reste encore 5 minutes, donc on va poser une ou deux questions encore. Une question de Charles. Est-ce qu'il existe des études sérieuses qui prouvent la plus-value de l'IA dans le recrutement, notamment pour la rétention des talents sur le long terme, c'est-à-dire un bon match qui fait que le candidat reste? Alors j'allais dire, c'est la question à 1000 euros. Et puis c'est la réponse malheureusement est en partie dans la question. L'exploitation de l'IA, alors ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on en parle, mais en réalité, ça fait quand même beaucoup moins de temps que ça se popularise. Donc le nombre d'études de type, ce qu'on appelle des études AB, c'est-à-dire des études où on met en situation de l'intelligence artificielle et on met en face des cas sans intelligence artificielle et on regarde la différence, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus. Alors il y a des choses universitaires qui sont sorties, qui sont plutôt positives, mais on n'a effectivement pas assez de recul encore pour regarder si sur le long terme, effectivement, ça demeure. Après, il y a les études telles qu'elles sont publiées par les éditeurs. Je vous laisse apprécier la valeur, évidemment, de celle-ci. Il y a une autre question de Cécile. Est-ce que l'IA peut être utilisée par les services RH pour d'autres raisons que le recrutement? Bon, là, on va un peu plus large, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour mesurer les performances, pour la mobilité interne? On en parlait tout à l'heure, Gaël aussi. Alors, enfin, je ne sais pas si, Gaël, vous aviez Non, allez-y, Florian. des éléments. Il y a des cas d'usage qui existent déjà, et qui sont déjà très, alors je vais pas dire populaires, mais disponibles en tout cas. L'un des éléments classiques qu'on retrouve, en tout cas de plus en plus classiques qu'on retrouve, c'est dans la formation. Où en fait on a des systèmes un peu, j'allais dire, à la Netflix ou à la prescription. C'est-à-dire qu'en fonction des formations que vous avez suivies, l'algorithme va vous dire, bah tiens, si ça et ça et ça vous a plu, ça pourrait vous plaire, d'autant plus que ça ressemble aussi à ce que des collaborateurs qui sont proches de vous dans l'organisation, en termes de profil par exemple, en termes de métier, d'emploi, ont aussi apprécié. Donc on peut retrouver comme ça des éléments d'IA qui, en fait, facilitent votre trajet dans la forêt des formations qui sont disponibles, pour filer la métaphore. Mais ça se retrouve aussi dans d'autres éléments. On parlait de recrutement, évidemment, tout ce qui est applicable au recrutement est généralement applicable à la mobilité interne. C'est une forme de source différente finalement du recrutement, la mobilité interne. On pourrait on pourrait continuer à l'appliquer comme ça aussi dans d'autres domaines. Mais l'essentiel, effectivement aujourd'hui, c'est toute la partie gestion de la compétence au sens large. Et alors un élément qu'on n'a pas forcément mis en exergue aujourd'hui dans notre conversation, mais c'est le fait que on peut utiliser l'IA pour faire ressortir des candidats qu'on n'aurait pas forcément vus. Il y a un élément qui est contre-intuitif souvent, qui est pourtant prouvé par toutes les études, c'est qu'on s'encombre d'énormément d'informations qui ne servent pas au jugement. Donc typiquement la photo. Tous les CV réclament une photo, tous les recruteurs réclament une photo sur le CV, sans le dire forcément, mais on vous dit qu'un CV sans photo est moins vu, etc. Or, la photo, c'est pas un élément qui normalement prédispose au recrutement, en tout cas à la compétence. L'IA dans la mobilité interne, par exemple, c'est une capacité justement d'aller chercher des éléments dans les informations disponibles dans le SIRH ou dans l'organisation pour faire ressortir, en éloignant comme ça des indicateurs contre-intuitifs, des profils qu'on pourrait exploiter, utiliser, proposer pour des jobs auxquels on n'aurait pas pensé immédiatement. Très bien, merci beaucoup à chacun d'entre vous du coup d'avoir été là pour cette table ronde exceptionnelle. Donc Gaël Decany, DRH de Médiamétrie, Florian Gonfreville, associé en charge de la transformation digitale de la fonction RH chez Juliette Sterven, et Dominique Duquesnoy, directeur général de Performance. Merci donc de nous avoir fait part de votre expertise. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Il y a eu énormément de questions, donc merci à vous. Pour ceux qui veulent revoir cette table ronde en replay, c'était une question qu'il y avait dans la boîte à questions. Vous la recevrez par email après cette conférence et une semaine plus tard sur YouTube.
Voilà, et donc on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle table ronde autour des problématiques passionnantes de l'écosystème des RH. À bientôt, et puis bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée. journée.